Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors, oui, c'est une bonne question par rapport aux trifusions. Alors, le trifusion peut être implémenté d'au moins deux manières différentes, surtout par rapport au principe de la fusion. Si on suppose qu'on travaille sur la même structure, c'est-à-dire sur la même zone de données, le tableau de dimension n, et c'est uniquement les indices de début et de fin qui sont redéfinis à chaque fois pour délimiter les partitions sur lesquelles on travaille. La complexité spatiale, elle est la même, parce qu'on travaille toujours sur la même zone, sur le même tableau. Il n'y a pas la nécessité d'allouer de nouveaux tableaux. Maintenant, si dans l'implémentation, on suppose que les données sont copiées ailleurs dans des tableaux de dimension n sur 2, pour qu'on puisse travailler chaque partition ou chaque partie indépendamment des autres, et c'est au moment de la fusion qu'on va fusionner dans un espace plus grand jusqu'à ce qu'on puisse reconstituer la dimension n, à ce moment-là, oui, la complexité spatiale, elle va changer et elle va augmenter et elle va dépendre du nombre d'appels récursifs et du nombre de... Donc, c'est une estimation qu'il est nécessaire d'effectuer à chaque fois. Donc, pour chaque appel récursif, vous avez la dimension correspondante qui est allouée en plus de la dimension globale. Donc, vous allez avoir presque une quantité ou un espace mémoire qui risque d'exploser au fil des appels récursifs en fonction de la dimension initiale du tableau. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans la version qu'on a étudiée ensemble et par rapport au processus de fusion que j'ai expliqué à travers l'exemple, la fusion, elle s'effectue dans la même zone. C'est-à-dire, c'est un déplacement des éléments de manière progressive jusqu'à ce qu'on puisse intégrer la partie 2 dans la partie 1. À ce moment-là, il n'y a pas nécessité d'allouer un espace en plus. Mais si je considère que à chaque fois que je partitionne, c'est de nouveaux tableaux qui sont créés avec une autre dimension qui est considérée. Donc, ça va être, alors normalement, c'est de l'ordre de n au carré log n. Juste comme ça, à une estimation de manière approximative, ça va être aussi de l'ordre de n au carré log n. Parce que à chaque itération, vous avez une partition ou deux partitions de dimension n sur 2. Ensuite, quatre partitions de dimension n sur 4. Ensuite, 8 partitions de dimension n sur 8, et ainsi de suite. Donc, même du point de vue spatial, le nombre de zones mémoire nécessaires est n fois log de n. Pour qu'on puisse reconstituer et atteindre la dimension initiale. Donc oui, c'est n log n pour la complexité temporelle et ça va être aussi n log n plus n pour la complexité spatiale. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux algorithmes de tri avant qu'on puisse commencer un nouveau chapitre sur les structures de données? Vous n'avez pas de questions par rapport au tri? On peut commencer le chapitre sur les structures de données? OK. Donc, aujourd'hui, on va on va s'intéresser aux structures de données avancées à travers leur implémentation et aussi à travers les fonctions ou la complexité des fonctions
de base, d'accès et de manipulation de ces différentes structures de données. Alors, les structures de données auxquelles on va s'intéresser, c'est les piles, les fils. Donc, c'est des structures à accès séquentiel qui imposent une certaine stratégie de parcours. On verra l'allocation dynamique. On verra aussi structure d'arbres. Et on discutera l'implémentation des dictionnaires à travers un niveau d'indexation et une implémentation physique au moyen d'une table de hachage et des fonctions de hachage. D'accord? Donc, l'intérêt de ce chapitre ou l'objectif de ce chapitre, c'est d'abord voir comment on peut utiliser ces structures de données ou comment on peut les manipuler à travers les fonctions de base ou les fonctions d'accès. Et aussi, si je souhaite les implémenter ou si je souhaite m'intéresser à l'implémentation, qu'est-ce qu'une une bonne interprétation et une bonne manipulation au niveau logique. Alors, cette différence entre niveau logique et niveau physique, on a commencé à en parler avec la structure de tas dans le dernier algorithme de tri. On a vu une situation où on avait un arbre binaire et que l'arbre binaire était concrètement représenté au moyen d'un tableau, à partir du tableau. Et on a également vu comment on peut envisager les opérations d'insertion et de suppression du tas à travers l'utilisation du tableau. Donc, au niveau physique, toutes les structures de données, c'est des tableaux, y compris les matrices, qui peuvent être éclatées soit par ligne, soit par colonne. Et ce qui change entre le niveau d'implémentation et le niveau d'utilisation au niveau logique de la structure et qu'on doit concrétiser au niveau physique. C'est-à-dire que, puisque au niveau physique, il s'agit exclusivement de tableaux, ces tableaux ne seront jamais accédés de manière séquentielle comme on effectue un parcours dans un tableau, mais le parcours est dicté ou bien est guidé par la stratégie propre à la structure qu'on souhaite implémenter. Un exemple concret, c'est une structure séquentielle qui autorise ou qui implémente le concept LIFO, c'est-à-dire dernier arrivé, premier servi. Donc, dans notre interprétation et notre utilisation des piles, on fait toujours appel au sommet de pile, c'est-à-dire qu'on insère un élément en tête de pile, on supprime un élément à partir de la tête de pile aussi à ce sommet de pile. Donc, si je veux implémenter cette structure logique en moyen d'un tableau, ça reste toujours une structure de données qui est séquentielle, mais il y a uniquement un seul élément ou une seule position qui est accessible. C'est la position qui représente ce sommet de pile ou cet élément en question. La même chose si je veux implémenter une structure de fil. Une file, elle implémente le concept de données qui est très utilisé en système, dans la gestion des processus, dans la gestion des files d'attente, dans la gestion d'accès aux différentes ressources dans une machine donnée. Donc, on définit ce qu'on appelle une file. Donc, dans la file, vous recevez ou vous insérez les processus dans l'ordre de leur arrivée et ils sont satisfaits ou on leur autorise accès à la ressource selon un certain critère de gestion de la file. Le critère le plus basique, c'est FIFO, c'est-à-dire le premier arrivé, premier servi. Donc, ils sont enfilés dans la structure de données dans l'ordre de leur arrivée et ils sont servis dans l'ordre aussi de leur arrivée. Donc, on verra comment on va définir la structure de tableau qui va concrétiser ou qui va implémenter cette utilisation. Alors, la structure de liste, elle est un peu différente parce que dans la structure de liste,
on vous a toujours dit qu'il était possible d'allouer des nœuds un peu partout dans la mémoire et que suite à cette allocation du nœud, on va uniquement opérer un chaînage au niveau physique entre les éléments pour pouvoir concrétiser ou pour pouvoir insérer ou intégrer un élément dans la liste. Donc, on verra, donc vous avez déjà vu toutes les opérations de manipulation des listes. Reste à envisager ou à considérer l'étape d'allocation, c'est-à-dire comment s'effectue concrètement cette allocation, comment je localise la case vide pour pouvoir insérer un nouvel élément, à quel moment je vais savoir que la structure ou ma mémoire, elle est saturée et donc je ne peux plus allouer de nouveaux nœuds et ainsi de suite. Donc, on va s'intéresser dans ce chapitre à une multitude de structures de données pour voir comment on va pouvoir les implémenter et aussi pour étudier la complexité des opérations élémentaires. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, très bien. Donc, on va commencer par les structures les plus simples qui peuvent directement être concrétisées au moyen de tableaux. À savoir, les piles. Alors, une pile, c'est une structure qui met en œuvre le principe LIFO. Une pile, elle peut être implémentée au moyen d'un tableau. Et ce tableau, il est caractérisé par les éléments suivants. Un sommet noté sommet P, indiquant l'indice de l'élément le plus récemment inséré dans la pile. Un caractère spécial, généralement c'est un dièse ou un dollar, qui permet d'initialiser la pile. Une pile, elle est accessible au moyen de trois méthodes. Une procédure empilée qui permet d'insérer un élément dans la pile. Une fonction dépilée qui permet de récupérer l'élément qui se trouve en sommet de pile. Et une fonction pile vide qui retourne vrai si la pile est vide et faux autrement. Donc, dans notre implémentation, on doit tenir compte de ce cahier de charge par rapport à la représentation et à l'utilisation de la pile. Donc, la pile, elle va être implémentée au moyen d'un tableau. Il n'y a qu'un seul élément qui est accessible, c'est l'élément qui se trouve à l'indice sommet de P. Alors, pour déterminer si la pile, elle est vide ou non, il suffit de vérifier si sommet de P égale à 0. Donc, si sommet de P égale à 0, la pile, elle est vide. Sinon, on va retourner faux. Donc, avec cet indice, on peut vérifier est-ce que la pile, elle est vide ou elle contient des éléments. La procédure empilée signifie insérer des éléments. Puisqu'on a implémenté la pile au moyen d'un tableau, donc on a une taille fixe d'allocation. Donc, on a une pile d'une certaine taille définie au moment de l'allocation qui correspond à la taille physique du tableau. Si sommet de P égale à la longueur de P, c'est-à-dire la taille d'allocation de la pile, on va dire qu'il y a débordement positif, c'est-à-dire que la pile, elle est saturée, je n'ai pas le droit d'insérer de nouveaux éléments. Si on n'est pas en situation de débordement, sommet de P reçoit sommet de P plus 1 et on insère l'élément en question X à la position P de sommet de P. D'accord? Pour récupérer un élément de la pile ou supprimer un élément de la pile, vous avez la fonction dépiler qui retourne un élément X en sommet de pile. Si la pile elle est vide, on va dire qu'il y a débordement négatif, c'est-à-dire qu'on cherche à supprimer un élément alors que la pile elle est vide. Sinon, X reçoit sommet de P et on décrémente tout simplement l'indice de sommet de pile pour dire que la case correspondante, elle est maintenant libre, elle peut être exploitée pour l'insertion d'un nouvel élément. Alors, à travers l'implémentation de la pile au moyen d'un tableau, on se rend compte que toutes les opérations de base de manipulation de la pile sont élémentaires. Donc, je vérifie l'état de la pile, j'empile ou je dépile de manière élémentaire. Donc, toutes ces opérations sont en O de 1.
ce qui justifie l'utilisation simple et simplifiée des piles. Vous avez uniquement deux situations qui peuvent poser problème dans les piles, c'est par rapport au débordement. Donc, débordement positif, c'est lorsque je souhaite insérer alors que la structure, elle est saturée. Et un débordement négatif, lorsque la structure, elle est vide et que je souhaite quand même récupérer un élément. Est-ce que c'est compris pour l'implémentation des piles? OK. Donc, si vous avez compris l'implémentation des piles, on peut passer à la structure suivante, à savoir la structure de fil. Alors, c'est une structure qui met en œuvre le principe FIFO, premier arrivé, premier servi. Une file peut être implémentée par un tableau et elle est caractérisée par deux indices ou deux pointeurs. Alors, par abus de langage, on va dire pointeur ou indice, ça signifie la même chose. Alors, quelle est la différence entre un pointeur et un indice? Un pointeur, c'est une adresse physique, c'est-à-dire c'est une adresse physique de la case mémoire par rapport à toute la mémoire. Et un indice, c'est un numéro d'ordre par rapport au début de la mémoire. C'est tout. C'est-à-dire que si je dis que l'indice égale à 2, c'est le deuxième élément de la structure. Le deuxième élément de la structure ne va pas forcément se trouver à l'adresse 2. Il va se trouver à une adresse, par exemple, F001H, par exemple. D'accord? Donc, quand il s'agit de pointeurs, ça signifie qu'on parle d'adresse physique. Et quand on parle d'indice, c'est par rapport à un adressage logique par rapport au début de la structure uniquement. Donc, une file au niveau logique, elle est caractérisée par deux pointeurs. Un pointeur tête qui pointe vers la tête de la file, c'est-à-dire l'élément le plus anciennement inséré. Pourquoi? Pour qu'on puisse récupérer les éléments dans l'ordre de leur insertion. Et un pointeur queue qui pointe vers la première place libre où se fera la prochaine insertion. C'est-à-dire que lorsque je veux insérer un élément, je vais insérer à partir de la queue. Et lorsque je veux récupérer ou traiter un élément dans ma file, je récupère à partir de la tête. Donc, j'ai besoin de ces deux positions ou de ces deux pointeurs. Le pointeur tête est nécessaire au moment de la suppression, bien défilé, et le pointeur queue est nécessaire au moment de l'insertion. Alors, initialement, tête de la file égale à nil pour dire qu'il n'y a aucun élément concrètement dans la structure, et queue égale à 1, c'est-à-dire que toute la file, elle est libre à partir de la position 1. Alors, comment va s'effectuer cette implémentation? Alors, on va implémenter la file au moyen d'un tableau et on va... alors, j'ai un exemple que je peux vous montrer. Alors, ici, c'est une structure de liste et non pas une structure de file. Attendez. La file, normalement, elle est là. Non, c'est aussi une structure de liste. Oui. Donc, une file, c'est une structure à accès séquentiel. Donc, c'est toujours une structure à accès séquentiel. Elle est identifiée à travers deux indices, tête et queue. La tête, c'est la position à partir de laquelle on peut effectuer des insertions, des suppressions. Et la queue, c'est la première case libre. Donc, initialement, tête égale à nil et queue égale à 1, c'est-à-dire que toutes les opérations d'insertion vont commencer à partir de la position 1. À chaque fois que j'insère un élément, c'est la queue de la liste qui avance, parce qu'elle permet de se positionner sur la première case libre, c'est-à-dire préparer la prochaine insertion. Donc, la queue, elle va avancer jusqu'à atteindre
l'extrémité la plus à droite, au moment de la saturation de la file. Pour savoir que la file, elle est saturée, l'indice va devoir évoluer de manière circulaire. Pour dire que si toutes les cases, elles sont occupées, la première case qui est censée se libérer par la suite, c'est la première case qui est accessible au moyen de la tête. Si je décide de faire une suppression, cette case, elle va devenir libre, elle va devenir vide, c'est-à-dire vide de sens, vide d'un élément dans la structure, et donc je peux l'occuper pour pouvoir insérer un nouvel élément. D'accord? Donc, si au moment de l'insertion, je me rends compte que l'indice tête est égal à l'indice queue, ça signifie que ma structure, elle est saturée. Au moment de la suppression, c'est l'indice tête qui évolue, qui avance. À chaque fois que je traite un élément, c'est l'individu ou c'est l'élément qui est venu juste après qui devient propriétaire. C'est-à-dire, il se prépare à la sortie. C'est comme quand vous faites une chaîne dans un magasin ou à l'aéroport. Vous allez passer dans l'ordre de votre arrivée. Donc, à chaque fois qu'un élément est traité, donc la chaîne, elle avance. C'est-à-dire que la tête, elle avance. Donc, je n'ai pas besoin et je n'ai pas le droit d'effectuer des décalages sur les éléments parce que au niveau logique, ce n'est pas un tableau. Donc, la notion de décalage, elle est propre aux insertions et aux suppressions dans les tableaux. Donc, ce n'est pas les éléments qui vont devoir se déplacer, mais c'est uniquement les indices qui vont évoluer dans le sens du parcours. Donc, au moment de l'insertion, c'est l'indice que qui évolue jusqu'à reprendre à partir de la position 1. Et au moment de la suppression, c'est l'indice tête aussi qui évolue jusqu'à arriver à la position initiale. Donc, ce n'est pas grave si à un moment donné, je constate que les indices tête et queue sont en train de se chevaucher, c'est-à-dire l'indice tête est à la fin et l'indice queue est au début. Ça signifie uniquement que l'ordre du passage est arrivé à ce niveau-là. Et de toute manière, tous les éléments vont être traités dans l'ordre FIFO qui est exprimé dans la structure et il n'y a aucun problème de creux à l'intérieur de la structure parce que toutes les cases libres ou toutes les cases qui vont se libérer ou qui ont été libérées au fil de l'utilisation seront toujours accessibles au moyen de l'indice que. D'accord? Est-ce que vous avez compris le principe à travers l'exemple pour qu'on puisse voir concrètement les algorithmes? C'est compris, oui ou non? Alors, algorithmiquement parlant, pour matérialiser ces changements d'indices ou cette évolution des indices pour concrétiser le processus, vous avez les fonctionnalités suivantes. Alors, la file, elle est vide si tête égale à nil. Donc, si tête égale à nil, retourne vrai, sinon retourne faux. Ça nous permet de vérifier si la file elle est vide, elle contient des éléments ou non. Au moment de l'insertion, on vérifie d'abord est-ce qu'il s'agit de la première insertion ou bien que la file elle est saturée, c'est-à-dire si la file elle contient des éléments et que tête est différente que tête égale à la queue, pardon, ça signifie que
que la structure, elle est saturée. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il s'agit d'un débordement positif. Donc, on cherche à insérer dans une structure qui est saturée. Sinon, on insère l'élément en question à la première case libre, c'est-à-dire accessible au moyen de l'indice que. Ensuite, on fait évoluer ou avancer cet indice, mais en modulo de n. Donc, si la dernière position, c'est n, et que je viens d'insérer l'élément à la nème position, le prochain élément à insérer, si une place se libère, va être inséré à la position 1. Si cette insertion représente la première insertion, c'est-à-dire la tête était égale à nil, on va positionner la tête 1 au premier élément. Donc, une insertion, elle fait évoluer l'indice que sur les positions restantes. Et une suppression, pour pouvoir supprimer ou défiler un élément, si la file elle est vide, on va dire qu'il s'agit d'un débordement négatif. Sinon, on récupère l'élément accessible avec l'indice tête et on avance l'indice tête d'un élément en modulo n. Donc, il évolue de manière circulaire. Si, suite à une suppression, on a fait en sorte que tête devienne égale à queue, ça signifie que les deux indices sont en train d'accéder à la même position. Et à ce moment-là, ça signifie qu'on vient de vider la structure. Donc, on rétablit les paramètres initiaux, c'est-à-dire tête de f égale à nil et queue égale à 1. Donc, tête de f égale à queue permet de détecter s'il y a un débordement et une saturation avant une insertion. Si avant une insertion, tête égale à queue, on va dire que la structure, elle est saturée. Si, après une suppression, on a ramené l'indice tête jusqu'au niveau de la première case libre, ça signifie que tous les éléments ont été traités et donc la structure de données, elle est vide. Et donc, on doit rétablir les paramètres initiaux. Est-ce que vous avez compris les algorithmes? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous ne voyez pas l'exemple? Alors, l'exemple est le suivant. Est-ce que vous avez compris? OK. OK. Non, l'état initial que égale à 1, puisqu'on insère l'élément à la première position du tableau. Maintenant, si votre tableau commence à partir de l'indice 0, donc que égale à 0. Ce qui est sûr, c'est qu'initialement, à l'état initial, que c'est l'indice de la première insertion. Je n'ai encore aucun élément. Si je veux insérer un élément, je l'insère à partir de la position que. Non. Tête égale à queue n'est pas égale à 1, non. Tête initialement égale à nil. Je n'ai pas encore d'élément. Lorsque tête égale à 1, queue devient égale à 2.
lorsque j'insère un élément au niveau de la tête, que avance d'une position. Regardez l'algorithme d'insertion. J'insère un élément à la position que et que avance en modulo n plus 1. Donc, lorsque que est égal à 1, j'insère un élément à cette position, que devient égal à 2 et tête devient égal à 1. Tête permet d'accéder à un élément concret, que permet d'accéder à une case qui est libre. C'est-à-dire que lorsqu'une case elle est accessible avec l'indice que, son contenu n'est pas significatif. C'est la position qui m'intéresse pour pouvoir effectuer une insertion. Et lorsqu'un élément est accessible au moyen de l'indice tête, ça signifie que la position et l'élément sont importants. Parce que ça me permet de dire que c'est le plus prioritaire ou là, le plus urgent à traiter et que c'est l'élément qui va être évacué lorsque je vais faire lorsque je vais défiler ou bien je vais supprimer un élément. Si tête égale à queue égale à 1, ça signifie que je suis en situation de fil saturé. J'ai inséré tous les éléments jusqu'à la position N. En insérant le dernier élément, l'indice que a repris à partir de la position 1. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'implémentation des fils? Pas de questions, on peut passer à la structure suivante. Alors, la structure suivante, c'est la structure de liste. Donc, une liste chaînée est une structure de données dont les éléments sont rangés linéairement. L'ordre linéaire étant donné par des pointeurs sur les éléments. Un élément d'une liste chaînée est un enregistrement contenant le champ clé ou le champ élément et un champ successeur qui consiste en un pointeur vers l'élément suivant dans la liste. Si le champ successeur vaut nil, il s'agit du dernier élément de la liste, appelé aussi que de la liste. Le seul élément accessible et le premier élément accessible dans une liste, c'est la tête de la liste, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Il pointe sur le premier élément. Si tête égale à nil, alors la liste, elle est vide. Alors, vous avez différentes possibilités ou différentes utilisations ou adaptations de la structure de liste. On peut avoir des listes doublement chaînées, c'est-à-dire avec un pointeur successeur et un pointeur prédécesseur. On peut avoir une liste chaînée triée de manière à ce que le successeur est soit plus petit, soit plus grand, selon ce qu'on considère un ordre ascendant ou un ordre descendant. On peut également avoir des listes circulaires, c'est-à-dire que le dernier élément pointe sur la tête. Donc, je n'ai pas un élément pour lequel le successeur est égal à nil. On appelle ça un anneau. Donc, c'est toutes des implémentations supplémentaires sur une structure de liste chaînée. Donc, c'est d'abord une liste chaînée à laquelle on rajoute des utilisations ou des utilités en plus. Donc, vous avez ici un certain nombre, un rappel d'algorithmes de manipulation de listes simplement chaînées. Alors, vous avez le cas classique de recherche d'un élément qui se trouve d'un élément K. Est-ce qu'il existe dans la liste? Donc, on va parcourir les éléments de la liste à partir de la tête. Tant que X est différent de nil et clé de X ou X point clé, c'est la même chose,
différents de cas, faire X reçoit X flèche suivant. Donc, dans un tableau, on avance I reçoit I plus 1 et dans une liste, on avance avec X reçoit X flèche suivant. Cet algorithme retourne entièrement le nœud qui contient, qui est égal à K. Alors, vous avez également trois méthodes d'insertion. Une insertion en début, c'est-à-dire une insertion en tête. On insère l'élément X comme étant la nouvelle tête et X flèche suivant reçoit l'ancienne tête. On peut insérer à la fin, c'est-à-dire qu'on effectue un parcours sur tous les éléments de la liste jusqu'à ce qu'on trouve le dernier qui a un suivant égal à nil. Ce dernier élément, je vais lui greffer ou je vais le rattacher au sommet X ou au nœud X que je viens de créer, que je cherche à insérer. On peut également avoir une troisième option d'insertion si la liste elle est triée, donc il y a un ordre à respecter. Donc je dois localiser un nœud Y qui est strictement inférieur à X. Donc je parcours les éléments de la liste à la recherche de ce nœud Y, tel que Y.clé est inférieur à X.clé. Donc je définis ainsi le prédécesseur de X et le successeur de X. D'accord. Alors, toutes ces fonctionnalités d'insertion ne considèrent pas l'étape d'allocation. C'est comme si on est en train de supposer que le nœud X correspondant a déjà été créé et qu'on cherche uniquement à l'intégrer dans la structure de liste. Donc, c'est une insertion vraiment au niveau logique. Je ne m'intéresse pas pour le moment au niveau physique. C'est pour ça que j'ai dit c'est des rappels. Donc, c'est des rappels d'utilisation que vous avez déjà fait dans le module algorithmique quand vous avez abordé la structure de liste. Et donc, c'est des algorithmes que vous avez déjà croisés. Dans la suppression aussi, vous avez deux possibilités de suppression. On peut supprimer un élément particulier X, c'est-à-dire qu'on le recherche dans la liste pour ensuite rompre le chaînage avec cet élément X, c'est-à-dire faire en sorte que le prédécesseur de X puisse pointer ou accéder directement au successeur de X. Donc, si Y, c'est le prédécesseur de X, on va faire en sorte que Y flèche suivant puisse être égal à X flèche suivant. Et à ce moment-là, on a supprimé le X du chaînage. On peut également supprimer un élément à une position donnée dans la liste, une position K. Donc, on va parcourir la liste et on va incrémenter un indice par rapport à ce K. Donc, on va supprimer le Kème élément de la liste. Là aussi, on doit localiser cet élément par rapport à la liste pour pouvoir connecter son prédécesseur à son successeur. Là aussi, dans ce processus de suppression, on n'a pas envisagé, on n'a pas abordé la libération du nœud. C'est-à-dire, j'ai plus besoin du nœud, il n'existe plus dans ma structure. Comment je vais faire pour libérer l'espace mémoire que j'ai exploité pour ce nœud? D'accord. Donc, on va maintenant aborder l'implémentation de la liste en utilisant une structure de tableau. Vous avez deux implémentations possibles. Vous pouvez envisager l'implémentation de deux manières possibles. Alors, donc là, c'est l'implémentation de liste. Voilà. Donc, l'implémentation de liste. Vous avez deux implémentations possibles en moyenne d'un tableau. La première implémentation consiste à utiliser deux tableaux. Un premier tableau d'enregistrement dans lequel je représente l'élément et le chaînage vers l'élément suivant. Et là, vous avez une visualisation des chaînages sur les éléments. Donc,
la tête, elle est au niveau du numéro 10. Suivant de 10, c'est 9. Le suivant de 9, c'est le 7. Le suivant du 7. Le 7 n'a pas de suivant. Alors, attendez. 9, 7. Oui, le suivant du 7, pardon, c'est le 5. Le suivant du 5, c'est le 2. Le suivant du 2, c'est le 4. Le suivant du 4, c'est le 1. Le suivant du 1, c'est le 11. Le suivant du 11, c'est le 15. Et le 15 est le dernier élément parce qu'il a comme successeur égal à nil. D'accord? Alors, ici, ça signifie, on est en une position intermédiaire dans l'utilisation de la liste. Il y a eu des éléments qui ont été insérés, d'autres qui ont été supprimés. L'implémentation d'une liste chaînée au moyen d'un tableau, nécessite d'aborder le point ou l'histoire de l'allocation et aussi de la libération d'espace. Un tableau, physiquement, c'est une zone qui est contiguë, donc elle ne peut pas avoir des creux. Si j'ai une case qui est libre au milieu, je dois être capable de l'identifier et de la localiser. Et pour pouvoir l'exploiter par la suite si j'ai une nouvelle insertion. Et si la structure ou si ma mémoire elle est saturée, je dois être capable d'identifier une situation de saturation de la mémoire. Alors, l'implémentation ou la première implémentation qui nous vient à l'esprit, c'est de rajouter un tableau supplémentaire par rapport à l'occupation mémoire. Donc, ce tableau, il est binaire. Si vous avez des 1 partout, ça signifie que toutes les cases, elles sont occupées. Elles sont exploitées, accessibles au moyen d'une structure de données particulière. À ce moment-là, je vais avoir des 1 partout. Donc, si je veux insérer un nouvel élément, je vais devoir explorer cette structure d'abord, parcourir occupation, à la recherche de la première case libre. Si aucune case n'est libre, je dirais que la structure, elle est saturée. Donc, il n'y a pas possibilité d'insérer. S'il y a au moins une case libre, je rencontre au moins un 0, j'accéderai à la zone correspondante, c'est-à-dire j'utiliserai cette position ou cet indice pour la structure d'implémentation de la liste, pour pouvoir insérer physiquement l'élément et donc ça revient à effectuer l'allocation. Je mettrai la case correspondante à 1 et j'insérerai cet élément ou ce nœud dans la liste selon le critère d'insertion que je souhaite adopter. Ça peut être une insertion en début, ça peut être une insertion en fin, ça peut être une insertion ordonnée si la liste elle est ordonnée. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'étape d'allocation, j'ai besoin de repérer ou déterminer la première case libre pour pouvoir l'exploiter et dire que maintenant, la case qui était initialement libre, je suis en train de l'exploiter. Alors, l'avantage de cette implémentation, c'est qu'elle est simple à mettre en œuvre, mais l'inconvénient, c'est qu'elle consomme plus d'espace. C'est-à-dire pour chaque liste de dimension n, c'est-à-dire liste à n éléments, vous avez un enregistrement pour chaque élément et vous avez un tableau de dimension n binaire pour la gestion de l'occupation de ces cases. Est-ce que vous avez compris cette implémentation? Est-ce que vous avez compris la première implémentation des listes? Cette implémentation des listes rappelle un peu quelque chose que vous êtes en train de voir en système dans le chapitre sur la gestion de la mémoire.
Vous êtes arrivé au chapitre gestion de la mémoire ou pas encore en système? Très bien. Pour la gestion de la mémoire, il y a différentes stratégies. Déjà que la mémoire, elle est répartie en pages. Au moment de l'allocation, je dois savoir est-ce que la page, elle est libre ou elle est occupée. Donc, vous avez quelque part dans votre mémoire une zone dans laquelle on représente un index, dans laquelle on va dire est-ce que la page, elle est libre ou elle est occupée pour pouvoir l'exploiter au moment de l'allocation. Donc, l'implémentation de liste au moyen d'un tableau, elle permet de concrétiser, si vous voulez, une partie de l'étape de la gestion de la mémoire. Alors, vous avez vu lorsqu'il s'agit d'un index complet, mais on a aussi dans la gestion de la mémoire une étape ou une stratégie dans laquelle les cases libres ou les pages libres, elles s'enchaînaient entre elles. C'est-à-dire, on effectue un chaînage sur les cases libres pour ne pas avoir à saturer, si vous voulez, la mémoire par cet index des cases libres et des cases occupées. Et donc, c'est la deuxième approche ou c'est la deuxième stratégie possible d'implémentation. À ce moment-là, on va exploiter la même structure. Donc, je ne vais pas rajouter une structure supplémentaire. C'est la même structure qui est exploitée. C'est le même chaînage qui est aussi exploité. Et là, je vais avoir deux chaînages. Un chaînage utile, accessible, ou un pointeur pour l'information utile, accessible à partir de l'indice tête, et un pointeur pour, ou un chaînage sur les cases libres. Donc, vous l'avez ici. Un chaînage pour les cases libres pour dire est-ce que j'ai au moins une case libre et j'ai un chaînage entre les cases libres entre elles. C'est-à-dire que je n'utilise plus ce tableau de libre et occupé. Sur la même structure de tableau, j'ai en réalité deux listes. Une liste pour l'information utile, et c'est ce qui est visible au moment de l'utilisation, accessible à partir du pointeur tête, et une autre liste cachée qui est propre à l'implémentation uniquement, que je peux appeler libre ou bien vide, qui permet de chaîner entre elles les cases qui sont libres. Donc, si libre égale à nil, ça signifie que la structure elle est saturée. Si libre est différent de nil, je peux allouer à partir de la première case qui se libère, qui est libre, et je vais mettre à jour les chaînages. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, une case, elle ne peut pas être accessible au moyen des deux chaînages. C'est-à-dire, soit elle est accessible au moyen de chaînage tête, donc son contenu, il est utile, soit elle est accessible au moyen du chaînage libre, et à ce moment-là, sa position, elle est utile. Peu importe son contenu, elle va me servir, au moment de l'allocation. Donc, les algorithmes que vous avez sur le slide, c'est l'implémentation de cette stratégie de gestion par rapport à l'allocation. D'accord. Donc, lorsque je cherche à insérer un élément X dans une position donnée, si vide égale à nil, ça signifie qu'il y a débordement, donc il n'y a pas de case libre pour pouvoir insérer de nouveaux éléments. Sinon, je prends la première case vide et je vais faire vide reçoit vide flèche suivante, c'est-à-dire je mets à jour le chaînage et j'insère physiquement l'élément à cette adresse. Je définis la valeur et je définis le suivant égal à nil. Les étapes restantes de l'insertion, c'est une stratégie d'insertion classique selon la position. Ça peut être une insertion en tête, ça peut être une insertion à la fin, comme ça peut être une insertion au milieu. C'est les deux premières lignes qui permettent de matérialiser ou de concrétiser
l'étape d'allocation. Donc, insérer un élément dans la liste revient à supprimer une case dans vide. Et supprimer un élément dans la liste revient à insérer une case en tête de vide. Donc, je n'ai pas besoin de parcourir le chaînage sur les cases vides pour insérer la case qui vient de se libérer à la fin. Si tête égale à nil, on va dire qu'il y a débordement négatif, donc il n'y a pas possibilité d'insérer, il n'y a pas d'élément à supprimer. Sinon, si la position égale à 1, donc c'est une suppression en tête, je supprime l'élément en tête, donc je mets à jour le chaînage tête et j'insère la case correspondante dans le chaînage à partir de vide. Donc, voilà. Sinon, je mets à jour le chaînage et je repère le nœud en question qui nécessite la suppression pour pouvoir mettre à jour le chaînage en question. Donc, pour résumer la situation, une pile est implémentée dans un tableau en définissant uniquement un indice d'une seule case qui est accessible. Une file, elle est implémentée au moyen d'un tableau en définissant deux indices ou deux positions particulières. Une position tête pour pouvoir récupérer les éléments, défiler les éléments, et une position queue pour pouvoir garantir ou assurer de nouvelles insertions. Si je cherche à implémenter une liste chaînée au moyen d'un tableau, ça signifie que je vais avoir deux chaînages dans la structure, dans la même structure du tableau. Déjà, c'est un tableau d'enregistrement. Chaque case du tableau, elle est soit accessible au moyen du chaînage à partir de tête, soit au moyen du chaînage à partir de vide. Initialement, toutes les cases sont vides, donc tête égale à nil et vide égale à 1, et toutes les cases sont chaînées entre elles. Si vide égale à nil, ça signifie que la structure elle est saturée et il n'y a pas de case vide. À chaque fois que je veux faire une insertion dans la liste, c'est équivaut à faire une suppression d'une case vide. La première case vide en l'occurrence, donc je n'ai pas besoin de faire un parcours sur les cases vides. Et supprimer un élément dans la liste revient à insérer un élément ou une case vide à partir du chaînage vide. Et à aucun moment, une case mémoire ne peut être accessible au moyen de deux chaînages en même temps. Donc, c'est soit le contenu qui est significatif, soit la position, elle est significative. Est-ce que vous avez compris le principe d'implémentation? Alors, est-ce que vous avez compris le principe? Oui, bien sûr, je peux répéter le principe. Par rapport aux listes ou bien par rapport au taux? D'accord. Donc, dans l'implémentation des listes, alors, le souci majeur avec les listes, ou bien même avec d'autres structures, plus vous donnez de liberté à l'utilisation de la liste,
plus il y a des choses à prendre en compte dans l'implémentation. D'accord? Donc, dans les structures où on était restrictif, dans l'accès, dans les insertions et dans les suppressions, on pouvait maintenir la structure séquentielle. On avait uniquement des indices et des positions particulières pour autoriser les insertions et les suppressions. Avec la structure de liste, on a une notion de dynamique, une dynamique dans la création, une dynamique dans l'allocation. Donc, les nœuds ne sont pas obligés d'être dans une zone contiguë, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés d'être côte à côte. Ils sont répartis un peu partout dans la mémoire. Et là, en parenthèse, mais un peu partout dans la mémoire, mais dans la gestion de la mémoire, un processus donné, on attribue un certain nombre de pages mémoire. Donc, il est quelque part limité par rapport au nombre de pages mémoire, c'est-à-dire par rapport à une certaine zone mémoire qui lui a été attribuée par le système d'exploitation. Donc, dans cette zone mémoire, il est libre d'allouer des nœuds selon la disponibilité. Donc, on fait appel à une fonctionnalité d'allocation, généralement c'est malloc, qui nous permet de déterminer à quelle adresse va se trouver le nœud. Et donc, on alloue ici, on l'intègre à la structure. Donc, dans la vision et dans l'interprétation de la structure de liste, on a une souplesse dans l'insertion et une souplesse dans la suppression. Je peux insérer où je veux et je peux supprimer où je veux. Pour pouvoir donner cette liberté d'insertion et de suppression par rapport à la gestion de cette structure, donc je n'ai pas une stratégie particulière dans sa gestion, j'ai besoin que l'implémentation de ma structure tienne compte de ça. Donc, je dois être capable d'insérer où je veux, en tête, à la fin, au milieu. Je peux être capable de supprimer en tête, à la fin, au milieu. Et donc, dans toutes ces fonctionnalités, quelle est la partie commune? C'est l'allocation. Où est-ce que je vais insérer physiquement le nœud pour pouvoir récupérer une adresse et le chaîner aux éléments déjà qui existants dans la liste? Donc, il faudrait qu'on réfléchisse comment je répertorie cette case libre, comment je puisse y accéder et pour pouvoir l'intégrer à la structure de liste. Donc, comme on a vu l'insertion et les suppressions dans le temps, on envisage les insertions et les suppressions dans la liste au niveau logique et aussi au niveau physique. Donc, l'insertion au niveau physique, c'est l'allocation. La suppression au niveau physique, c'est la libération de l'espace. Donc, à chaque fois que vous avez manipulé les listes auparavant, on commence par malloc et on termine par free. On commence par malloc pour allouer avant d'insérer et on commence par free pour libérer après la suppression. Donc, on a vu deux implémentations possibles. Une première implémentation qui considère un tableau libre ou occupé, c'est comme si je vais dire dans ma mémoire, je vais avoir une table ou un tableau qui permet de dire pour chaque case, est-ce qu'elle est libre ou elle est occupée. C'est comme si ma mémoire, elle est divisée en deux parties. Une partie que j'utilise et une partie qui permet d'accéder à la partie que j'utilise pour savoir est-ce qu'elle est libre ou elle est occupée. Donc, c'est une gestion qui est assez simple, mais elle est gourmande en mémoire. Donc, je vais pénaliser l'allocation. Donc, si j'ai une capacité X, je ne vais pas pouvoir allouer tout l'espace. Une partie de l'espace, elle sera réservée pour cette table de libre et occupée. Première contrainte. Deuxième contrainte, si je dois rechercher une case libre, je dois parcourir la table pour y allant de 1 jusqu'à n à la recherche d'un 0. Au pire cas, c'est une mémoire qui est saturée, donc je vais parcourir séquentiellement toute la zone et je ne pourrai pas effectuer mon insertion. D'accord? Lorsque je libère une case, la fonctionnalité, elle est élémentaire. J'accède à partir de la position dans la table occupation pour mettre le 1 à 0. Donc, c'est une implémentation qui est assez simple, mais qui est gourmande en espace. Elle est gourmande en temps aussi, parce que même dans les insertions les plus élémentaires, c'est-à-dire une insertion en tête,
qui est élémentaire dans une liste, je suis quand même obligée de parcourir euh, le tableau occupation à la recherche d'une case libre. Donc, ça va rajouter une posée être élémentaire, c'est-à-dire être en haut de 1. La deuxième stratégie ou la deuxième approche, c'est de bénéficier de la zone mémoire que j'ai considérée dans la liste. Ça signifie que je vais localiser une partie de la mémoire. Je vais dire, c'est une zone mémoire qui est réservée à la liste. Je peux allouer où je veux dans cette zone mémoire, mais c'est la propriété de la liste. Donc, c'est comme si j'ai un tableau d'éléments d'une certaine taille. Je ne vais pas accéder aux éléments du tableau de manière séquentielle. J'accède pour effectuer l'allocation n'importe où dans cette zone, mais je dois juste avoir la possibilité de distinguer est-ce qu'une zone ou une case, elle est libre ou occupée. Si elle est libre, elle est accessible au moyen du chaînage vide ou libre, et si elle est occupée, elle est accessible au moyen du chaînage tête. Et donc, je dois être capable d'accéder à son prédécesseur et d'accéder à son successeur pour ne pas rompre le chaînage de la liste. Donc, cette deuxième stratégie, qui est concrètement implémentée dans les langages de programmation, nécessite d'avoir en réalité deux listes pour l'implémentation d'une liste. Une liste pour l'information utile et une liste pour les cases libres. Si vous voulez, c'est des cases de secours comme mes deux côtés. Si j'ai besoin d'insérer de nouveaux éléments, je vais consulter ce schémage de cases libres pour récupérer les zones mémoire et donc allouer les nœuds et pouvoir les intégrer dans la structure. Donc, insérer un élément dans la liste revient à supprimer une case vide. Et supprimer un élément de la liste revient à libérer une case vide, c'est-à-dire insérer une case dans le chaînage des cases vides. Est-ce que c'est compris? C'est clair pour tout le monde? Ok, très bien. Donc, la structure suivante à laquelle on va s'intéresser, c'est la structure de graphe. Donc, si vous avez compris l'implémentation de liste, on pourra envisager la structure de graphe. Alors, l'intérêt de cette partie, ce n'est pas de faire un cours en théorie des graphes, mais c'est de voir comment je peux implémenter concrètement une structure de graphe. Alors, dans la notion de graphe, vous avez deux types de graphes. Et actuellement, on commence à parler de graphe mixte. Alors, un graphe orienté, c'est-à-dire une troisième catégorie. Un graphe orienté, c'est un graphe dans lequel un ensemble de sommets est relié entre eux par un ensemble d'arcs. C'est-à-dire que c'est des liens orientés. J'ai pour chaque arc un sommet de départ et un sommet d'arrivée. C'est-à-dire le sens ou l'orientation, elle est importante et elle est précisée dans le graphe. Les graphes non orientés, c'est des graphes pour lesquels chaque couple de sommets est relié par une arête. L'arête, elle est accessible dans les deux sens. Donc, je n'ai pas besoin de préciser le sens. Ces dernières années, on commence à introduire la notion de graphe mixte, c'est-à-dire que c'est un graphe qui contient dans certaines zones des arcs, dans d'autres zones des arêtes. C'est-à-dire que je peux avoir des interconnexions accessibles dans les deux sens et à ce moment-là, je les représente par une arête et je peux avoir des interconnexions accessibles en un seul sens bien précis, bien spécifique et c'est représenté par un arc. Donc, on a actuellement trois catégories et trois types d'arcs. Vous avez une multitude de propriétés
sur les graphes, la notion de chemin, la notion de degré, la notion d'arête. Donc, on peut avoir des boucles sur un sommet comme on peut ne pas en avoir. Par exemple, dans un automate, vous avez la notion de boucler sur un même sommet. Dans la notion de graphe, de manière générale, ça dépend de l'utilisation. Alors, le degré d'un sommet, c'est le nombre de sommets adjacents avec lequel il est relié. S'il s'agit d'un graphe orienté, on peut avoir la notion de degré sortant, c'est-à-dire les arcs qui sont sortants, et les degrés rentrants, c'est les arcs qui sont rentrants. Alors, cette notion de degré ou cette information sur le degré, elle est nécessaire. Si j'ai besoin, par exemple, dans un algorithme de diffusion d'un message, repérer ou localiser le prochain successeur ou le destinataire du message. Donc, un émetteur donné, il a reçu à travers un des sommets rentrants et il doit acheminer le message à travers un de ces sommets sortants. D'accord? Donc, j'ai besoin de connaître cette information et de pouvoir identifier surtout cette information dans la structure avec laquelle je vais représenter la notion de graphe. Alors, le degré d'un sommet, c'est la somme des deux, c'est-à-dire le degré sortant plus le degré rentrant. Vous avez aussi la notion de cheminement dans les graphes. Donc, un chemin élémentaire, c'est le chemin le plus court, c'est-à-dire en nombre de sauts. Le chemin optimal, c'est le chemin pour lequel le coût total, global du chemin est le plus court ou le plus optimal. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de coût supplémentaire dans chaque représentation. La notion de circuit, c'est un chemin fermé, c'est-à-dire qu'on démarre du même point et on est censé revenir au même point. Donc, voilà quelques rappels et quelques propriétés de base sur les graphes. Alors, ce qui nous intéresse dans la composante de graphes, c'est comment les implémenter. Alors ici, vous avez deux exemples de graphes. Vous avez un graphe orienté et vous avez un graphe non orienté. Alors, et on vous dit qu'il y a trois approches possibles pour la représentation. Alors, vous avez l'approche matricielle, celle que vous avez utilisée pour les étudiants qui ont fait théorie des graphes. Vous avez aussi une deuxième approche sous forme de liste chaînée sur les successeurs et sur les prédécesseurs. Et vous avez également une représentation vectorielle. Même si vous n'avez pas fait de module de théorie des graphes, vous avez, pour le même exemple, l'implémentation avec les trois approches possibles. Alors, dans un graphe, qu'est-ce que j'ai besoin de représenter? J'ai besoin de représenter l'interconnexion entre les sommets. Ici, par exemple, j'ai un graphe à 6 sommets. Et j'ai des sommets qui sont reliés avec certains et pas d'autres. Donc, j'ai besoin de définir la présence et l'absence de sommets. Je peux également avoir dans un graphe une multitude d'informations représentées dans cette interconnexion, c'est-à-dire une pondération ou une évaluation de cette interconnexion. Ça peut être un coût, ça peut être un kilométrage, ça peut être une consommation d'essence, ça peut être une contrainte, ça peut être n'importe quelle information que je peux véhiculer à travers cette interconnexion. D'accord? Donc, dans un premier lieu, on va considérer des graphes simples, sans contrainte. Ensuite, on va voir comment on peut rajouter les différentes dimensions propres aux contraintes. Alors, donc, dans la représentation matricielle, vous avez une matrice carrée. La matrice carrée, elle permet donc la représentation matricielle consiste à utiliser une matrice carrée. Sur les lignes et sur les colonnes, vous avez les sommets. Et le contenu de la matrice, c'est l'interconnexion et l'écho. C'est-à-dire que le sommet 1, il est relié
au sommet 2. Donc le sommet 1, il est relié au sommet 2. Il est relié au sommet 4. Donc, et on a représenté le co. L'interconnexion de 1 à 2, elle est pondérée de 1. Et l'interconnexion de 1 à 4, elle est pondérée de moins 10. Donc 1 et moins 10. Alors, le moins 1000 ici représente l'absence d'interconnexion. J'aurais pu représenter 0, mais puisque le 0 est considéré comme une information utile d'une pondération qui existe, je ne peux pas représenter l'absence par un 0. Donc, ça se dépend vraiment de la situation. Et dans votre implémentation du graphe, vous devez donner toutes ces informations. C'est-à-dire que si l'arc existe ou l'interconnexion existe, voilà par quoi elle est représentée. Ici, elle est représentée par le coût de l'interconnexion. Si je trouve une évaluation égale à moins 1000, ça signifie que l'interconnexion correspondante n'existe pas. Donc, je ne peux pas accéder du sommet 1 au sommet 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle locale. Du sommet 1, je ne peux pas accéder au 3, et du sommet 1, je ne peux pas accéder au 5, et du sommet 1, je ne peux pas accéder au 6, et ainsi de suite. Donc, à travers cette matrice, je peux la représenter binaire si je n'ai pas de pondération. Donc, 1, c'est présence, 0, c'est absence. Je peux la représenter à travers la pondération. Et à ce moment-là, je dois distinguer dans la pondération l'absence d'interconnexion et les différentes pondérations possibles. Et bien sûr, l'absence de la pondération ne doit pas être confondue avec une évaluation d'une interconnexion qui existe. Lorsqu'il s'agit d'un graphe qui est orienté, un parcours sur les lignes permet d'accéder au successeur et un parcours sur les colonnes permet d'accéder ou de déterminer le prédécesseur d'un sommet. Donc, je peux effectuer tous les parcours possibles sur ce graphe à partir de la matrice. Est-ce que c'est compris? Alors, puisque tous les algorithmes de graphes vont travailler sur cette matrice, donc tous les algorithmes en théorie des graphes ont une complexité au moins 1 au carré, parce qu'ils doivent parcourir cette matrice. Donc là, c'est pour la représentation ou l'exemple de représentation matricielle. Donc là, vous avez un exemple d'une matrice d'incidence qui représente le cas d'un graphe non orienté. Donc, vous avez une matrice binaire qui contient des 0 et des 1. Alors, lorsqu'il s'agit d'un graphe non orienté, c'est une matrice qui est triangulaire. C'est-à-dire qu'elle est la partie supérieure à la diagonale, elle est identique à la partie inférieure. Vu que les interconnexions sont valables dans les deux sens, donc c'est une matrice qui est triangulaire, ou bien qui est en miroir par rapport à la diagonale. Donc, dans ce genre de représentation, on constate que la matrice, elle est très creuse. Pourquoi? Parce qu'elle contient plus de 0 que de 1. Donc, la représentation matricielle, elle est très simple à mettre en œuvre, mais son inconvénient majeur, c'est qu'elle est gourmande en temps. Et elle est gourmande en espace aussi. Donc, tous les processus vont être en moins quadratiques. D'accord? Alors, la deuxième représentation, c'est une représentation qui est sous la forme de liste de successeurs et liste de prédécesseurs.
D'accord? Donc, j'identifie les successeurs à part et j'identifie les prédécesseurs à part. Donc, les successeurs d'un nœud sont identifiés à part et les prédécesseurs sont identifiés à part. D'accord? Donc, le sommet 1 possède deux successeurs, 2 et 4. Le sommet 2 possède un seul successeur, c'est le 5. Bon, je n'ai pas terminé ici. Le sommet 3, il possède un seul successeur, c'est le 5. Le sommet 4 possède deux successeurs, c'est-à-dire, non, le sommet 4, il possède un seul successeur, c'est le 1. Le sommet 5 n'a pas de successeur et le sommet 6 n'a pas de successeur non plus. Donc, 1, il possède des successeurs. 2, sommet 3. Le sommet 3, il a deux successeurs, c'est le 1 et le 5. Pour les prédécesseurs, le sommet 1, il reçoit trois arcs rentrants, à savoir le 3, le 4 et le 6. Le sommet 2, il est accessible uniquement à travers le sommet 1. Le sommet 3, il est accessible à travers le sommet 6. Le sommet 4, il est accessible à travers le sommet 6. Et le sommet 5, il est accessible à travers le 2, le 3 et le 4. Et le sommet 6, il n'a pas d'arc rentrant. Il n'a que des arcs sortants. D'accord? Donc, c'est une représentation qui est très méticuleuse en mémoire et qui nécessite d'utiliser les deux structures pour le parcours. D'accord? Et l'inconvénient ici, c'est que plus un nœud va avoir de successeurs, plus j'aurai une liste ici, donc un parcours d'éléments. Au pire, un nœud est relié avec tous les autres et donc c'est comme si j'ai une représentation de la matrice lorsqu'il y a un graphe complet. Donc cette liste de successeurs et de prédécesseurs peut rapidement converger vers une matrice si un nœud est relié à tous les autres. La troisième et dernière approche, c'est la version ou la représentation vectorielle. Dans la représentation vectorielle, donc vous avez un vecteur qui permet de répertorier les successeurs, c'est le vecteur PS, et un vecteur LS, c'est pour les indices de début par rapport aux successeurs dans PS. Donc, LS de 1 égale à 1, c'est-à-dire que les successeurs du sommet 1 commencent à partir de la position 1 et se terminent à LS de 2 moins 1. Parce que les successeurs du sommet 2 se trouvent à partir de la position 3. Donc, entre la position 1 et la position 3, je vais retrouver les successeurs de 1. Les successeurs du sommet 3, du sommet 2 commencent à partir de la position 3. Les successeurs du sommet 3 commencent à partir de la position 4. Ça signifie que le sommet 2 possède un seul successeur. Les successeurs du sommet 3 sont représentés entre les positions 4 et 6. C'est-à-dire, la position 4 et la position 5 appartiennent aux successeurs du sommet 3. La position 6 permet de représenter les successeurs du sommet 4. Les successeurs du sommet 5 commencent à partir de la position 7. Et les successeurs du sommet 6 commencent à partir de la position 7. Ça signifie que le sommet 6 n'a pas de successeur. Parce que je n'ai pas le droit d'avoir de creux ici. D'accord? À partir du sommet 7,
jusqu'à la fin, je vais avoir, à partir pardon, de la position 7 dans PS, je vais avoir les successeurs du sommet 7, du sommet 6, pardon, à savoir 1, 3, 5, 3, 4 et le 5. D'accord? Donc, c'est comme si dans LS, je vais avoir une sorte d'index repéré ou de localisé. Du tableau LS, elle est identique au nombre de sommets, c'est-à-dire j'ai une case pour chaque sommet. Et la dimension du vecteur PS, elle est identique au nombre d'arêtes ou d'arcs ou d'interconnexions représentées représentées, euh, dans le vecteur PS. Alors, une question, comment je peux retrouver les prédécesseurs de cette manière? Si par exemple, je veux déterminer les prédécesseurs du sommet 5. Si je veux accéder aux prédécesseurs, comment je peux le faire à travers cette implémentation? Oui, bien sûr. Je vais remettre le slide. Euh, oui. Je vous ai expliqué comment je reconnais ou je délimite les successeurs. Maintenant, si je veux le processus inverse, comment accéder aux prédécesseurs? Si je veux déterminer les prédécesseurs du sommet 5, comment je peux les obtenir? De cette manière, ou est-ce que je suis obligée de représenter une autre structure pour pouvoir répertorier et accéder directement aux prédécesseurs? Alors, vous avez trouvé l'astuce, oui ou non? D'accord. Suivez avec moi. Si je veux déterminer les prédécesseurs de 5, alors les successeurs de 5 sont accessibles à partir de la position 7. Commence à partir de la position 7 et se termine à la position 7. C'est-à-dire que le sommet 5 n'a pas de successeur. Pour déterminer les prédécesseurs, il faut que je localise les occurrences de 5, où est-ce qu'elles se trouvent. Dans le tableau des successeurs, je trouve 3 occurrences de 5. Ça signifie que le sommet 5 possède 3 prédécesseurs. Le premier 5, il se trouve à la position 3. Il faut que je vois
dans le vecteur LS, cette position, elle appartient à quelle zone de successeur? Ce n'est pas une position entre 1 et 3, c'est une position entre 3 et 4. Donc, c'est une position qui appartient au sommet 2. Donc, je pourrais dire que le sommet 2, c'est un prédécesseur de 5. La deuxième occurrence de 5, elle se trouve à la position 5 de PS. Donc, cette position 5, elle n'est pas entre 1 et 3, elle n'est pas entre 3 et 4, elle est entre 4 et 6. Donc, ça signifie que le 5 est un prédécesseur du sommet 3 parce qu'il appartient à sa zone de successeur. Je continue. La troisième occurrence de 5, elle se trouve à la position 10. C'est une position qui est supérieure à 7. Donc, la dernière occurrence de 5 existe dans l'ensemble des successeurs du sommet 6. D'accord? Donc, je peux identifier les prédécesseurs d'un sommet, si besoin est, de cette manière. Maintenant, si dans mon traitement, je juge que cette étape, elle est coûteuse, elle est gourmande en temps, je peux faire la même chose, c'est-à-dire une représentation de LS et de PS, non pas pour accéder au successeur, mais pour accéder au prédécesseur. C'est-à-dire avoir une représentation semblable pour répertorier directement les prédécesseurs. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez compris? Ok, c'est parfait. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, demain, vous n'aurez pas de séance en présentiel avec moi. Les séances en présentiel reprendront le plus normalement du monde, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Et normalement, Madame Moussaoui va vous prendre aussi au moment de la séance de cours. Donc, normalement, elle va vous contacter par rapport à ça. C'est-à-dire, vous aurez droit à 2 séances avec Madame Moussaoui. Pas de questions?